Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. En 1909, Emily Treadray n'avait que 16 ans, la fille aînée de Monsieur John et Madame Grace Treadray. Elle avait 3 frères et sœurs. Un frère cadet nommé Roland, qui avait 9 ans, une sœur de 6 ans nommée Gwendoline et une sœur d'1 an nommée Béatrice. La famille vivait dans le comté de Cornouailles, dans le village de Sainte-Herthe, dans un petit cottage de 4 chambres. Le cottage se trouvait à l'entrée de Vicarage Drive et se dressait au bout d'une rangée de cottages qui s'éloignèrent de la route principale. Il était assez isolé et accessible par un petit sentier étroit longeant un petit jardin clos. Madame Grace Treadray a élevé les enfants car son mari travaillait dans une mine en Afrique du Sud. Pour de nombreuses familles, à cette époque, la vie était difficile. Les salaires étaient bas dans les zones industrielles et rurales, l'emploi souvent irrégulier et le soutien rare en cas de maladie ou de perte d'emploi. Certains hommes ont donc choisi de travailler à l'étranger. Après la Seconde Guerre des Boers, l'industrie minière sud-africaine s'est rapidement développée et proposait des salaires supérieurs à ceux du pays d'origine. Les compagnies minières recrutaient activement des Britanniques et, malgré des conditions dangereuses et des séparations familiales pouvant durer des mois, voire des années, les salaires offraient une vraie amélioration financière. De nombreux hommes, comme John Treadray, ont quitté leur foyer pour envoyer de l'argent et assurer un avenir plus stable à leurs proches. Emily était décrite comme ayant une apparence douce et était appréciée de tous ceux qui la connaissaient. Elle faisait partie de la chorale de la Wesleyan Band of Hope et participait à toutes ses activités. Elle avait fini l'école mais ne travaillait pas. Elle vivait chez elle et aidait sa mère à s'occuper de son frère et ses 2 sœurs. En plus d'Emily, de ses 3 frères et sœurs et de sa mère, il y avait une autre personne qui vivait dans la maison. Un jeune homme nommé William Hampton. Il avait 23 ans, était né et avait grandi à Sainte-Herthe et travaillait comme mineur. Cependant, il n'avait pas vécu toute sa vie dans le village, car à l'âge de 18 ans, il était parti en Amérique avec sa famille, mais il était revenu seul en Angleterre en novembre 1907. Madame Treadray était amie avec la grand-mère de William Hampton et le connaissait depuis qu'il était enfant. Donc, elle n'était pas mécontente lorsqu'il est devenu proche d'Emily, et en octobre 1908, il est venu loger chez Madame Treadray. Cet arrangement convenait à William et à Madame Treadray. Ils pouvaient voir Emily tous les jours, tandis que Madame Treadray, dont le mari travaillait à Johannesburg, bénéficiait de l'aide d'un jeune homme qui pouvait l'assister dans diverses tâches à la maison. On décrivait William comme un homme grand, rasé de près et aux habitudes sobres, mais on disait aussi qu'il avait un caractère sombre et renfermé. À Noël 1908, William et Emily se sont fiancés. Madame Treadray ne s'est pas opposée à cela, malgré le fait que sa fille n'avait que 16 ans. On voyait rarement Emily et William se promener ensemble, ce qui poussait certains du village à douter des sentiments d'Emily pour lui. Quelques mois après l'annonce de leur fiançailles, l'attention que William Hampton portait à Emily n'était plus la bienvenue, et il devint de plus en plus évident qu'elle ne souhaitait pas encourager ses avances. Cependant, William ne semblait pas se rendre compte du changement dans les sentiments d'Emily et continuait à se comporter comme si rien n'avait changé entre eux. Tard dans la soirée du dimanche 2 mai 1909, Emily se trouvait en compagnie de William Hampton. Madame Treadray les avait laissés dans la cuisine pendant qu'elle rendait visite à sa grand-mère dont elle s'occupait. Les 3 autres enfants étaient déjà couchés dans la maison. Peu de temps après le départ de Madame Treadray, Roland, âgé de 9 ans, a entendu le bruit d'une bagarre en bas. Inquiet, il s'est levé pour voir ce qui se passait et, à son grand effroi, il a trouvé sa sœur allongée par terre, maintenue au sol par William Hampton, qui avait son genou sur sa poitrine et ses mains autour de sa gorge. Terrifié, Roland a essayé de quitter la maison, mais la porte était verrouillée. Tremblant, il a tenté de passer, mais William Hampton lui a crié de reculer, disant qu'il allait sortir lui-même. Peu après, William a installé Emily sur une chaise, mais elle s'est affaissée. Il l'a alors placée sur une chaise en osier près du feu, avant de quitter la maison. Roland, qui était visiblement effrayé, l'a regardé passer les grilles et traverser les routes avant de partir en courant chercher de l'aide. Il a vite retrouvé sa mère et lui a expliqué ce qui s'était passé. Madame Treadray est retournée précipitamment vers la maison, visiblement bouleversée, et en chemin, elle a croisé l'agent de police Ashford qui l'a accompagnée. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé Emily assise, immobile, sur la chaise. En regardant de plus près, il était évident qu'elle était morte. William Hampton, cependant, avait disparu. Madame Treadray s'est précipitée sur la route en hurlant et ses cris ont rapidement attiré les voisins hors de chez eux. En quelques instants,
Les villageois s'étaient rassemblés devant la maison des Treadray, beaucoup peinant à comprendre ce qui s'était passé. Un message a été envoyé pour faire venir le docteur Davis, mais lorsqu'il est arrivé, la mort avait déjà frappé. Des traces de violence étaient visibles sur la gorge d'Emily, et un examen révéla l'usage d'une force importante. Elle fut ensuite portée à l'étage et placée sur un lit. Bien que tout soit sous le choc, l'attention se porta sur l'homme qu'il jugeait responsable. Personne ne savait où était William Hampton, bien que Roland soit parti chercher de l'aide et que sa mère soit revenue il y a quelques minutes seulement. Mais maintenant, William était introuvable. D'autres policiers sont arrivés et ils ont organisé des recherches. Des hommes du village ont été répartis en groupes et, malgré l'obscurité, ils ont commencé à chercher le suspect. Le choc initial dans le village s'était mué en colère et tous voulaient retrouver William Hampton. Les endroits proches ont été minutieusement fouillés, y compris Digger Spitz, l'église, les dépendances, les cottages et même les maisons de ses proches. Malgré tous ces efforts, ils n'ont pas réussi à le retrouver. Vers 23h30 cette nuit-là, les agents de police Wherry et Roberts étaient en service dans les rues de Hale, une ville située à environ 4 km de St. Earth, lorsqu'un jeune homme s'est approché d'eux et leur a dit qu'il avait tué une fille. Ne sachant pas s'il divaguait sous l'effet de l'alcool, ils l'ont quand même conduit au poste de police. Une fois en garde à vue, William insista de nouveau sur le fait qu'il avait tué Emily Treadray et qu'à cause de ce qu'il avait fait, il avait décidé de se rendre. Il a raconté qu'il était dans la cuisine quand Emily lui a annoncé qu'elle ne voulait plus de contact. Alors, il a perdu le contrôle, s'est jeté sur elle et l'a étranglée. Il a dit l'avoir soulevée pour l'asseoir sur une chaise et remarqué que ses lèvres étaient revenues noires. Très abattu, il ajouta « C'est sûrement la colère qui en est la cause ». L'agent Roberts a signalé à la police de St. Earth que William Hampton était en garde à vue. Une fois la nouvelle connue, l'agent de police Ashford s'est rendu à Hale et a officiellement inculpé William Hampton du meurtre volontaire d'Emily Treadray. Étrangement, William a tout de même fait une déclaration, disant à l'agent Ashford qu'il était dans la cuisine quand Emily a rompu et qu'il s'est mis en colère et l'a attaqué. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Une enquête judiciaire a eu lieu le 3 mai dans la salle de l'école Wesleyenne et M. Richard Allen a été choisi comme président du jury. L'accusé, M. William Hampton, était présent tout au long de la procédure. Il était soigneusement vêtu d'un costume sombre avec un col blanc et une cravate foncée et par moments, il paraissait pâle et tendu. Madame Grace Treadray, la mère d'Emily, fut le premier témoin et, très émue, elle raconta comment William Hampton séjournait chez la famille depuis octobre 1908 et qu'il n'y avait jamais eu de problème entre lui et sa fille. Elle déclara que, dans les jours précédant l'incident, elle se souvenait qu'Emily avait essayé de faire comprendre qu'elle ne souhaitait plus que William Hampton l'accompagne ou continue à la courtiser. Regardant le jury, elle déclara que le jour de l'incident, elle avait quitté brièvement son domicile et avait demandé à Emily de s'occuper des enfants. Mais peu de temps après, son jeune fils vint la trouver et lui raconta ce qui s'était passé. Elle retourna donc immédiatement chez elle, croisant l'agent de police Ashford en chemin. Elle déclara qu'à son arrivée, elle vit sa fille bafalée sur une chaise. Le docteur Davis, le médecin adjoint, a également témoigné.
Il a déclaré à l'enquête qu'il avait été appelé à Sandhurst le dimanche soir et qu'il était arrivé vers 23h20. Il a déclaré avoir examiné le corps d'Emily Treadray au début de la rigidité cadavérique. Il a poursuivi en disant qu'un examen post-mortem avait été effectué vers 2h30 du matin. Lui-même et le docteur Mudge ont aussitôt vu des marques sur la gorge de la jeune fille, suggérant qu'une pression avait été exercée par des mains humaines. Il a déclaré qu'à la suite de leur examen, ils ont pu confirmer que la cause du décès était l'asphyxie due à la compression de la trachée. Le médecin a été interrogé sur le temps nécessaire pour qu'elle meure après la compression de sa trachée. Le docteur Davis a répondu que quelques minutes suffisaient pour provoquer sa mort. L'agent de police Ashford a été le témoin suivant. Il a déclaré que dimanche soir, Madame Treadray est venue en courant vers lui dans Fort Street en disant que sa fille était morte. Il l'a donc raccompagnée chez elle et est entré par une porte latérale où il a vu Emily assise sur une chaise près de la cheminée. Il a dit l'avoir examinée, mais elle ne répondait pas, et il y avait des marques sur sa gorge. Il a ajouté que, bien qu'elle semblait dans un état où rien ne pouvait être fait pour elle, il a tout de même essayé la respiration artificielle. Mais après un certain temps, il a conclu qu'elle était morte. Il a dit qu'après, il a vérifié la maison, mais William Hampton était absent, alors il a fait venir le docteur Davies immédiatement. Avant de quitter la barre, il a déclaré lors de l'enquête judiciaire que, informé de l'arrestation de William Hampton, il s'était rendu à Hale pour l'inculper officiellement de meurtre volontaire. Il a déclaré avoir fouillé le suspect et trouvé des objets, dont une bague en or et un pendentif, identifiés ensuite comme appartenant à Emily. Roland Treadray, le frère de la victime, fut le suivant à témoigner. Il a dit qu'il avait presque 9 ans et qu'il comprenait la différence entre le bien et le mal. Il a déclaré qu'après s'être couché cette nuit-là, il avait entendu un bruit, était descendu dans la cuisine et avait vu sa sœur au sol. William Hampton agenouillé sur elle, la maintenant et lui serrant la gorge. Il a dit avoir demandé ce qui se passait et William Hampton avait répondu qu'elle était juste malade. Il a ensuite décrit comment William Hampton avait déplacé sa sœur du sol à une chaise, puis à une chaise en osier avant de quitter la maison. Il a dit que quand William Hampton est parti, il est allé chercher de l'aide. L'agent de police Wherry, qui avait arrêté l'accusé, a ensuite témoigné. Il a dit que William Hampton était venu le trouver à Hale alors qu'il travaillait et lui avait avoué avoir tué une fille à Sandhurst. Il a indiqué qu'en garde à vue, M. Hampton voulait faire une déclaration et a ensuite présenté ce récit. « Je fréquente Emily Treadray de Sandhurst depuis octobre dernier. Ce soir, alors que j'étais chez sa mère, elle m'a dit qu'elle m'avait quitté et qu'elle ne sortirait plus avec moi. Je me suis senti fou. Elle était debout à la table, mangeant du gâteau et buvant du thé. Je me suis levé brusquement de ma chaise et l'ai saisie à la gorge avec mes 2 mains. Nous sommes tombés au sol et je l'ai maintenu jusqu'à sa mort. Ensuite, je l'ai placé sur une chaise. J'étais certain de sa mort car de la mousse sortait de sa bouche. Je suis sorti en courant, traversé les champs et allé jusqu'à Hale. Lorsque cette déclaration a été lue à haute voix, il y a eu une réaction évidente dans la salle d'audience, les personnes présentes étant visiblement troublées et des murmures se faisant entendre dans la zone réservée au public à l'évocation de ces détails. Le dernier témoin était l'accusé, William Hampton. Il a dit lors de l'enquête du coroner qu'il était dans la cuisine quand Emily lui a annoncé ne plus vouloir de lien avec lui. Il a dit qu'il avait perdu le contrôle, l'avait saisie à la gorge et l'avait forcée à s'allonger par terre, la maintenant jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Il a ajouté qu'il l'avait ensuite installée sur une chaise et avait quitté la maison. Il semblait nerveux mais parlait clairement et a expliqué qu'il ne savait pas où aller, puis a finalement choisi de traverser les champs vers Hale. Après audition de tous les témoins, le coroner affirma au jury que les preuves suffisaient pour l'enquête. Il a dit que c'était un événement très pénible pour un village paisible comme Saint-Herth et que cela choquerait toute la communauté. Il a indiqué que William Hampton avait avoué à la police et qu'il était incontestablement responsable de la mort de la jeune fille. Il a déclaré que la seule question était de déterminer s'il s'agissait de meurtre ou d'homicide involontaire, la loi établissant une présomption de malice en cas d'homicide illégal, sauf preuve contraire. Il a poursuivi en disant qu'il n'y avait rien dans les éléments de preuve qui suggéraient une provocation suffisante et que le fait que la jeune fille ait dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui ne pouvait pas justifier ce qui s'est passé ensuite. Il a conclu que les preuves montraient clairement un meurtre volontaire, toutes circonstances atténuantes pouvant être examinées plus tard au procès. En regardant le jury, il leur a dit que leur devoir était de rendre un verdict de culpabilité. Après une courte délibération, le jury est revenu et a déclaré qu'il jugeait William Hampton coupable de meurtre volontaire. Il a ensuite été détenu en attendant son procès. Les funérailles d'Emily Treadray ont eu lieu le mercredi 5 mai
et on estime que plus de 1000 personnes ont bordé le trajet de la maison jusqu'à l'église du village. Chaque maison avait tiré ses stores en signe de respect et tous les commerces locaux étaient fermés. Ceux qui ne pouvaient pas se joindre au cortège l'ont regardé passer en silence. Le procès a commencé le jeudi 24 juin 1909 devant le juge Phillimore. L'accusation était représentée par M. Asquith et M. Howard, et la défense par M. Seton pour répondre à l'accusation de meurtre volontaire. William Hampton a plaidé non coupable. M. Asquith a exposé l'affaire. Il a déclaré que le prévenu était mineur et avait auparavant vécu en Amérique, où il avait encore de la famille, mais qu'il était revenu dans son village natal de Saint-Hertz en octobre 1907. Il a dit au tribunal qu'environ une semaine après son retour, il fit la connaissance de mademoiselle Emily Tredray et devint ami avec elle et sa famille. Puis, en octobre 1908, il vint habiter chez eux et, à Noël 1908, il s'était fiancé à la jeune fille, qui avait alors 16 ans. Monsieur Asquith a dit qu'après un certain temps, William décida qu'il serait préférable de retourner en Amérique afin de pouvoir y travailler et économiser assez d'argent pour revenir à Saint-Hertz et épouser Emily. Et il espérait pouvoir le faire lorsqu'elle aurait atteint l'âge de 20 ans. Il a ajouté que, bien qu'il ait été employé à la mine, il avait perdu son poste au début de l'année après avoir échoué à suivre le rythme de travail attendu. Il a également souligné qu'il n'y avait aucune preuve d'un désaccord sérieux entre l'accusé et la jeune fille avant la nuit du meurtre. Mais le jury doit être conscient que l'accusé avait effectivement l'habitude de boire excessivement. Les principaux témoins étaient les mêmes que ceux qui avaient témoigné lors de l'enquête, et leur passage à la barre a suivi à peu près le même ordre qu'auparavant. Chacun a été appelé à répéter son récit, mais cette fois sous un interrogatoire plus poussé et plus rigoureux. Les points brièvement exposés lors de l'enquête ont été examinés plus en détail, les avocats demandant plus de précisions sur les horaires, déplacements et conversations. Comme lors de l'enquête judiciaire, la défense n'a encore appelé aucun témoin. Lorsque toutes les preuves eurent été entendues, l'accusation et la défense ont prononcé leur plaidoirie finale, chacune passant en revue les témoignages et exposant ses arguments avant que le jury ne se retire pour délibérer sur son verdict. Monsieur Rasquith, représentant l'accusation, a affirmé que 3 aveux distincts de l'accusé ne laissaient aucun doute qu'il avait tué la jeune fille par strangulation. Il a dit que la défense soutenait que le crime avait été commis sous l'effet d'une provocation soudaine, suivie immédiatement d'une perte de contrôle. Mais ce n'est pas le cas, et aucune provocation ne saurait justifier le fait de tuer une autre personne. Il a ajouté que dans ce cas, il n'y avait pas eu de provocation, et que l'acte n'était pas le résultat d'une impulsion soudaine. Il a déclaré que le prisonnier nourrissait du ressentiment envers la défunte, car elle avait décidé de ne plus accepter ses avances. Ainsi, lorsqu'ils se sont retrouvés seuls, il l'a assassiné. Monsieur Satter s'est ensuite adressé au jury pour la défense, leur demandant de ne pas se laisser influencer par la rhétorique puissante de Monsieur Asquith. Il a toutefois reconnu qu'il ne faisait aucun doute que William Hampton était à l'origine de la mort de la jeune fille, mais il a affirmé que la question cruciale était de savoir si cela avait été fait avec une intention délibérée, ce que, selon lui, les preuves ne démontraient pas. Par conséquent, il a soutenu que le verdict approprié était l'homicide involontaire. Le juge a résumé l'affaire et demandé au jury de déterminer s'il s'agissait d'un meurtre ou si l'infraction pouvait être requalifiée en homicide involontaire. Il a précisé que seule une provocation physique grave et immédiate pouvait justifier une telle requalification et que rien de tel n'avait été établi dans cette affaire. Il a affirmé que, même si une provocation alléguée donnait un contexte, elle ne pouvait excuser l'acte. Cela, a-t-il souligné, n'était pas un acte soudain ou impulsif. Il a conclu en rappelant au jury que la décision leur appartenait entièrement et qu'ils ne devaient pas hésiter à rendre un verdict de meurtre s'ils estimaient que cela était justifié. Le jury s'est alors retiré pour délibérer sur les verdicts et lorsqu'ils sont revenus, le président du jury a déclaré à la cour qu'ils avaient reconnu William Hampton coupable de meurtre mais recommandé la clémence. Avant la sentence, on a demandé à William s'il voulait dire quelque chose, mais il n'a pas répondu. Le juge l'a alors condamné à mort. Un appel a été lancé pour que la peine soit commuée. Son avocat a affirmé que le juge n'avait pas correctement instruit le jury, notamment sur la prise en compte du témoignage du frère cadet d'Emily Tredray, seul témoin du crime. Il a été suggéré que le jury n'avait pas reçu de directive claire pour décider si l'affaire relevait d'un homicide involontaire plutôt que d'un meurtre. La cour d'appel a jugé qu'un garçon de 9 ans pouvait fournir un témoignage fiable, parfois plus qu'un adulte, et a qualifié l'affaire d'acte de meurtre épouvantable. L'avocat de William Hampton n'a pas accepté le premier refus et a ensuite soutenu qu'il y avait eu une dispute et que la jeune fille avait refusé de poursuivre sa relation avec lui. Dans ce moment de passion, il l'avait saisie sans intention de la tuer.
La Cour a rejeté cet argument, estimant qu'il aurait fallu plusieurs minutes de pression continue pour étrangler la jeune fille. Ils ont déclaré que cela montrait que l'acte ne pouvait être soudain ou accidentel. Ils n'ont donc trouvé aucun motif pour accepter l'appel. Dans les semaines précédant son exécution, William Hampton a passé la majeure partie de son temps en présence d'un prêtre et en prière. Il a reçu la visite de sa grand-mère, soulagé de le voir affronter ses derniers jours avec une grande dévotion religieuse. Sa mère lui a écrit depuis l'Amérique, mais elle n'est pas revenue le voir. Et à 8 heures du matin, le 20 juillet 1909, William Hampton a été pendu. Bonjour à tous, et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.